merci au laboratoire en droit des services financiers de m'avoir convié aujourd'hui à venir présenter quelques-unes des grandes obligations réglementaires auxquelles les institutions financières sont assujetties en vertu de la loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Donc, je vais tout d'abord présenter quelques-unes des grandes obligations auxquelles nous sommes assujettis et ensuite discuter un peu des outils et des modèles de détection qui sont, je dirais, de façon assez communément mis en place par les grandes institutions financières au pays. Alors, tout d'abord, alors je ne vais évidemment pas les nommer toutes, mais j'en ai retenu quelques-unes principales. Alors, tout d'abord, il y a l'implantation d'un programme de conformité avec ce que j'appelle souvent les 5 grands piliers de ce programme. Donc, tout d'abord, la nomination d'un chef de la conformité. Deuxièmement, il nous est, selon les obligations, on doit mettre en place une série de politiques et de procédures qui visent à établir les risques au sein de nos organisations, et c'est à l'échelle de l'organisation au complet. Troisième pilier aussi super important, donc la mise en place d'un programme de formation qui doit être aussi, je dirais, niché en termes de présentation des indicateurs de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes et qui doit être aussi spécialisé en fonction des lignes d'affaires et différent aussi dépendamment des employés. Donc, évidemment, le programme d'information va présenter un cursus différent pour les employés qu'on appelle souvent des premières lignes de défense, donc les gens qui vont ouvrir les comptes, par exemple, qui vont travailler dans des succursales pour ouvrir, donc ils vont voir les gens en personne, différemment des gens qui, par exemple, ouvrent des cartes de crédit où tout se fait de plus en plus virtuellement, ou évidemment les employés qui sont des courtiers en produits d'investissement, ou pour nos employés qui sont dans des équipes de surveillance spécialisées en lutte au blanchiment d'argent. Quatrième élément de ce programme de conformité, il faut établir une approche basée sur les risques qui devient souvent une grande partie et le cœur de notre programme de conformité, communément appelé RBA, Risk-Based Approach, où vise aussi l'ensemble des institutions financières, où on va réviser, dans le fond, tous les produits, tous les services qui sont offerts et comment ils sont offerts, comment ils sont distribués. Alors, est-ce qu'on ouvre des comptes uniquement en personne? On sait que c'est de moins en moins le cas, donc de plus en plus les comptes sont ouverts à distance. Donc, est-ce qu'on les offre à distance? Comment on va identifier cette nouvelle clientèle? Donc, comment on distribue nos produits? Est-ce que notre clientèle, elle est locale? Elle est, par exemple, seulement au Québec? Est-ce qu'elle est à travers le pays? Est-ce qu'elle est à l'étranger? Comment elle-même, donc si elle est localement, est-ce que nos clients qui sont particuliers ou des entreprises, est-ce qu'ils offrent eux-mêmes des services à l'étranger? Est-ce qu'ils acceptent des fonds à l'étranger? Est-ce qu'ils font des télévirements? Quel est notre type de clientèle? Et en fonction des risques qui vont être établis, donc souvent on va établir une cote de risque, on va y associer, donc faible risque, risque modéré, risque élevé, risque très élevé. Alors des décisions sont prises, ça pourrait être de bannir certains types de clientèle, certains types de produits, certains canaux de distribution, ou on peut choisir d'y aller quand même, mais de mitiger les risques, donc de mettre en place des mesures de mitigation pour prévenir évidemment les risques de potentiel blanchiment d'argent. Et cinquième élément du programme, donc on est assujetti à faire un examen de tout ce programme à chaque 2 ans, donc il peut être fait par notre service d'audit interne ou on peut aussi aller avec retenir les services d'auditeurs de firmes externes, dans le but, évidemment, de détecter des écarts entre ce qui doit être fait et d'apporter les correctifs et de mettre des plans d'action si toutefois il y a des actions à prendre. Autre obligation réglementaire, j'ai indiqué besoin de bien connaître son client, donc ça devient un élément fondamental. Je pense que ma collègue du Canac l'a mentionné aussi tout à l'heure. Bien connaître son client, c'est aussi un élément clé et une obligation réglementaire très, très importante à suivre, évidemment. Donc, plus notre connaissance est approfondie sur notre clientèle et plus nous sommes en mesure rapidement de détecter si lorsqu'il y a des transactions potentiellement porteuses d'indicateurs de blanchiment d'argent sont découvertes dans des comptes, bien, plus
on est en mesure, via des systèmes d'alertage, de détecter, est-ce que ces transactions-là concordent avec le profil, avec les informations qu'on connaît sur notre membre. Et si tel est le cas, bien évidemment, on va se mettre en action pour potentiellement devoir soumettre des déclarations au régulateur, au CANAF. Parmi des éléments aussi de connaissance de client, il y a la vérification évidemment de l'identité de notre clientèle. On doit valider des preuves d'existence des entités. On a aussi une obligation d'exigence de contrôle continu, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Donc, évidemment, plus notre clientèle est risquée, plus nous devons mettre en place une surveillance périodique, rapprochée, donc de revoir tous les éléments qu'on a dans les dossiers pour s'assurer d'avoir toujours une connaissance client KYC à jour, évidemment, encore là, toujours dans le but d'approfondir notre connaissance, d'avoir à jour toutes les informations sur le profil et de nous permettre, lorsqu'il y a des transactions qui pourraient apparaître inhabituelles, voire douteuses, de pouvoir les déceler le plus rapidement possible et de soumettre des déclarations le cas échéant. Nous avons aussi des exigences d'établir les bénéficiaires effectifs derrière certains types d'entreprises et d'entités. Et nous sommes aussi assujettis à une directive sur les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d'organisations internationales. Déclaration, donc on est assujetti aussi à un certain nombre d'opérations que l'on doit soumettre au CANAF. Donc, je ne vais pas toutes les nommer, j'ai retenu les trois souvent les plus nombreuses sur lesquelles qu'on doit aussi soumettre. Donc, il y a les DOIA, les déclarations, opérations importantes en espèces, donc le traditionnel 10 000 $ en espèces qui sont déposés dans des comptes. Donc, on parlait tout à l'heure de virtuel, néanmoins, la monnaie, disons, l'espèce est toujours monnaie courante et il est toujours surprenant de voir combien de DOIE sont soumis. J'ai extrait quelques données du dernier rapport annuel 2021-2022 du CANAF, donc pas moins de 7 millions de DOIE ont été soumis dans la dernière année. Alors, les DOIE, les DTV, donc déclaration de télévirement, toujours le même seuil de 10 000 $, mais pour les mouvements de fonds transfrontaliers, entrant et sortant de notre clientèle vers l'étranger et ou l'inversement qui rentre. Donc, même chose dans les statistiques, quand même toujours impressionnant, 25 millions de DTV ont été soumises dans la dernière année au CANAF par les entités déclarantes, toutes confondues au pays, mais on le sait que les institutions financières sont parmi les plus grandes entités qui sont déclarées de par nos modèles d'affaires. Enfin, les DOD, déclarations d'opérations douteuses, ma collègue du CANAF, Mme Akiobé, a mentionné ça. Ce sont souvent, lorsqu'on croise des policiers dans le cadre de nos fonctions ou dans différentes conférences, ils nous rappellent comment c'est pour eux une source d'information capitale. J'étais dans une conférence récemment, il y avait des policiers de la GRC qui nous ont réitéré combien notre travail est important de soumettre les DOD et comment c'est une source d'information vraiment importante de renseignements dans le cours de leurs enquêtes policières. Donc, ils sont souvent nommés. Je sais que c'est le CANAF qui fait les divulgations. Nous ne les transmettons pas directement aux organismes d'application de la loi. Ces déclarations sont toutes soumises à notre régulateur, le CANAF, mais je sais que le CANAF est souvent nommé pour justement leur contribution d'avoir soumis des divulgations. Donc, les divulgations sont soumises à même toutes les déclarations que nous soumettons. Alors, qu'est-ce qu'une DOD sans aller? Il y a beaucoup de champs que nous devons remplir, quelques 150 champs automatisés, il me semblerait bien, avec des champs mesures raisonnables, des obligations évidemment obligatoires comme nom, prénom, date de naissance. Mais il y a aussi la partie G, donc qui est souvent là où on va colliger l'information que j'appelle l'histoire, donc où on doit donner, et c'est là où on nous dit souvent que plus le renseignement est riche et complet et où ça devient le plus intéressant pour les policiers. Souvent, ils nous disent que ça peut changer toute une enquête policière lorsqu'il y a des informations que l'on pu détecter, évidemment
donc, ça peut être autant du comportement d'un membre qui s'est présenté ou d'un client qui s'est présenté. Le policier ne peut pas avoir accès à cette information, mais lorsque c'est rédigé, donc on va y aller aussi, donc les informations socio-démo, bien entendu, notre connaissance du membre, donc je reviens sur les obligations de tout à l'heure, donc plus on en connaît sur la clientèle, puis on est en mesure d'enrichir cette histoire que l'on va décrire dans la partie G. Évidemment, les intervenants, est-ce qu'il y avait des tiers qui étaient présents lors des transactions? Quelles sont la rapidité des mouvements de fonds qui étaient impliqués. On va aller chercher beaucoup de vigie aussi et d'informations sur les plumitifs, par exemple. Est-ce qu'on est au courant que certaines personnes qui sont impliquées dans les stratagèmes font l'objet de vigie négative, font l'objet d'enquêtes judiciaires, lesquelles seraient déjà publiques. Donc, tout ça est colligé et souvent nous mène à plusieurs, je pense que tout à l'heure disait, ce sont il y a quelques années, je pense que des DOD pouvaient contenir quelques transactions. On est maintenant à souvent des milliers de transactions dans une seule déclaration, étant donné justement tout le mode virtuel et automatisé des transactions de plus en plus. Donc oui, il y a des dépôts en espèces, je le disais tout à l'heure, mais évidemment, la vélocité des mouvements de fonds, on le voit depuis quelques années, de plus en plus grande. Donc évidemment, je veux blanchir des fonds, je vais aller combien de fois dans un mois déposer de l'argent en espèces, peut-être pas tous les jours, peut-être pas 50 fois par jour, parce que justement, on peut me voir et on peut me reconnaître et dire, ben non, tu ne feras pas tes dépôts. Combien de fois on peut le faire dans une journée avec simplement notre téléphone pour virer des fonds à l'international, faire des virements Interac, utiliser de la crypto-monnaie, c'est spectaculairement rapide. En quelques minutes, on peut faire des centaines de transactions, d'où les grands défis que nous avons de plus en plus avec cette arrivée des transactions à l'ère numérique. Donc, voici, ça fait le tour des grandes obligations que j'ai rapidement mentionnées. Donc, outils, modèles de surveillance. Donc, les institutions financières vont investir des sommes considérables dans l'achat d'outils, dans le développement de modèles de surveillance, justement pour en venir à relever tous ces défis, et prévenir et détecter le plus rapidement possible les indicateurs de blanchiment d'argent qu'il peut avoir dans les comptes. Donc, des exemples d'outils, donc souvent vont utiliser des suites, souvent qui vont se renseigner de une à l'autre. Donc, le premier, c'est souvent un modèle de liste indésirable, donc communément dans souvent le jargon est anglophone, donc WLF, Watch List Filtering. Donc, il y a l'achat de listes de personnes indésirables, si je peux les qualifier ainsi, d'étrangers politiquement vulnérables, de terroristes aussi. Donc, des listes qui sont achetées via des fournisseurs de services qui nous permettent de détecter à l'entrée en relation, si nous faisons affaire, si on s'apprête à faire affaire avec de tels gens, ou si évidemment on est déjà en relation et l'effet de vigie négative, par exemple, arrive subséquemment. Donc, c'est ainsi que l'on détecte et on va par la suite donc prendre une décision d'associer une cote de risque. Donc, est-ce qu'on continue notre relation d'affaires? Comment on fait pour mitiger les risques? Ou est-ce qu'on va tout simplement aussi en fin de relation? Donc, ce qui m'amène à décrire le deuxième modèle, souvent c'est un modèle de CDD, Customer Due Diligence, c'est le module souvent qui va associer le fameux code de risque des membres et des clients particuliers ou des entités à risque, donc moyen élevé, très élevé, près de la fin de relation, par exemple. Donc, et c'est souvent avec ces modules-là qui vont nous permettre d'augmenter la périodicité des revues. Donc, plus un membre est à risque élevé et plus l'ensemble de ses transactions et de son profil, je l'ai dit tout à l'heure, sera revu. Donc, ce module-là, souvent, va ajouter un score de risque dans la panoplie de nos outils.
Souvent, on va mettre en place aussi des outils de signalement à l'interne pour que nos employés, souvent de première ligne, qui détectent justement soit du comportemental ou ceux et celles qui vont rencontrer la clientèle, peuvent nous faire des signalements justement pour dire, ben, j'ai vu tel type de dépôt, ça ne m'apparaît pas concordé, je l'ai quand même accepté, mais bon, donc ça permet des équipes un peu plus spécialisées comme les nôtres dans les opérations, dans les équipes de surveillance, de s'y attarder, de faire un peu plus de validation pour s'assurer finalement est-ce qu'il y a des risques, oui ou non. Ce qui m'amène à élaborer un petit peu le dernier type d'outils de surveillance qui sont les surveillances de transactions. Donc, et c'est dans ce type de modèle que l'on va mettre en place des modèles de surveillance. Donc, traditionnellement, il y avait évidemment des modèles de surveillance pour les dépôts en espèces avec certains seuils. Les télévirements vers des pays à risque, qui rentrent de pays à risque aussi. Donc, évidemment, toutes ces alertes-là, parce que ça génère des alertes, ne mènent pas automatiquement à une déclaration d'opération douteuse, mais va amener un employé à valider si ça concorde avec le profil. Donc, je reviens tout à l'heure, plus les dossiers sont à jour, plus on a une connaissance du membre, bien, une transaction que l'on verrait dans mon compte pourrait paraître davantage douteuse que la même transaction dans le compte d'un autre client, lequel ça pourrait concorder avec son profil. On a évidemment, depuis quelques années, mis en place des modèles de surveillance pour la crypto-monnaie, parce qu'on sait que c'est de plus en plus des types de transactions que l'on peut voir pour les virements Interact, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la vélocité, bien évidemment, il y a de plus en plus de transactions qui doivent être surveillées, donc on y va avec la surveillance de monnaie, je dirais, ou pas de monnaie virtuelle, oui, la monnaie virtuelle, mais de virements automatisés, de paiements automatisés. Et on commence aussi de plus en plus à avoir des modèles qui vont aller chercher des infractions ou des directives du CANAF. Ma collègue a mentionné tout à l'heure projet Protect notamment, projet, donc celui-là c'est pour la traite humaine, proxénétisme. Donc avec des mots-clés, on va introduire des mots-clés que l'on retrouve dans des directives du CANAF. Il y a projet Caméléon, fraude amoureuse, projet Shadow pour l'exploitation des jeunes enfants en ligne. Donc, où on va utiliser, encore là, c'est toujours le même type de transaction, hein, ça peut se payer avec de la crypto-monnaie, avec des virements Interact, mais comme il y a des mots-clés qui sont mis dans certains messages parfois, bon, on va être tenté de capter des mots-clés pour nous permettre de faire une meilleure détection. L'élaboration de modèles se fait de plus en plus rapidement et étant donné poursuivre cette ère numérique, cette diversification de produits et de services que l'on offre et de transactions que l'on peut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus rapide. Mais évidemment, pour les détecter et les prévenir le plus rapidement possible, on met en place une surveillance continue de nos modèles afin de les revoir toujours le plus rapidement possible. Donc, pour s'adapter, parce qu'on sait souvent que les criminels sont très, très, très innovants et parfois même plus rapides que nous dans tout cet effort, je dirais, d'être novateurs dans leur façon de tenter de camoufler le recyclage et le produit de leur criminalité. Donc, ça fait le tour pour moi. En conclusion, si je peux me permettre, mise en place d'un programme de conformité robuste, ça nous permet le respect de la législation en matière de lutte au blanchiment d'argent. Ça nous permet la soumission surtout de déclarations les plus enrichies possibles, surtout les déclarations d'opérations douteuses qui pourraient donc permettre au CANAF d'élaborer des cas, de faire des divulgations aux organismes de protection de la loi et permettre ainsi à nos corps policiers de combattre le plus efficacement possible la lutte au blanchiment d'argent au pays.